sélectionnés sous la responsabilité d'un professionnel dans l'entourage direct de personnes chez qui l'on cherche à susciter des interactions visant à entretenir ou à améliorer leur capacité de développement cognitif, physique, psychosocial ou affectif. Alors, en clair, hein, ce que je fais, donc, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a une pathologie qui est face à moi, il y a un lieu, et je choisis mes animaux, je cherche un objectif thérapeutique pour la séance, et j'ai à peu près, quand je suis en collectif, j'ai à peu près une dizaine de personnes, et là, c'est une stimulation, c'est-à-dire que l'animal me sert à stimuler la personne pour pouvoir justement lui permettre de l'aider à ne pas régresser, stagner ou évoluer. La plupart du temps, c'est très difficile de dire évoluer, parce que souvent la pathologie, elle est déjà bien installée, mais ce qui est pris, et juste au moins de maintenir, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc, la médiation animale est un outil complémentaire, mais pas une alternative à la médication. C'est ça que je voulais vous dire, c'est-à-dire que je travaille toujours en complémentarité avec les équipes sur place, et c'est très important, chacun sa place. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas ergothérapeute, je suis juste dans la médiation animale. Je travaille vraiment en équipe avec eux, toujours dans le secret professionnel, parce que je vois beaucoup d'établissements, je rentre, je sors, et c'est tout. Et c'est ça qui est vraiment très important dans ce métier-là. Est-ce que quelqu'un a déjà des questions sur qu'est-ce que la médiation animale? D'accord, donc je continue. Par contre, je vais poser à chaque fois les feuilles, ça va être plus facile. Donc, les animaux, que j'utilise pour la médiation animale, la plupart du temps, je travaille avec des lapins, deux styles de lapins, des lapins, alors je passe d'un extrême à l'autre, des lapins géants papillons, que j'appelle la force tranquille, parce qu'ils se couchent, ils ne bougent pas trop, c'est vraiment la force zen, tout simplement. Et des tout petits lapins que je peux mettre facilement sur les genoux des personnes, parce que là ils sont doux, ils sont vraiment affectifs, ils sont vraiment rassurants. Je travaille avec des cochons d'Inde, parce qu'eux ils sont extrêmement gourmands. Donc par exemple, ça va me permettre que les personnes les nourrissent, s'en occupent, se sentent valorisées. Là ils sont à hauteur des soins, ils se sentent utiles, parce que bien souvent ils n'ont plus aucune utilité. On s'occupe d'eux, et rien que le fait de les nourrir, ils se sentent valorisés. Et je travaille aussi ce qu'on appelle sur un effet miroir. Ce sont des gens qui sont soit dans la dépression du grand âge, soit qui ont perdu simplement le goût de la vie, ou le goût tout court des cinq sens, qui n'ont plus envie de manger. Et quand ils commencent à voir le plaisir que l'animal a de manger, ça commence à déclencher quelque chose en eux, un autre rapport par rapport à la nourriture, et retravailler avec les psychologues, on peut arriver à redéclencher simplement l'envie de manger, parce qu'ils ont vu l'envie de manger de l'animal. En tous les cas, on le travaille. Ça, c'est un des buts. Après, je travaille aussi avec le lapin, avec les chinchillas. Alors ça, c'était au début, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à travailler, j'avais les petits chinchillas, que je n'ai plus, pour la simple et bonne raison, parce que la fourrure est extrêmement douce. C'est une des fourrures les plus douces presque au monde, c'est vraiment un animal extraordinaire. Mais le souci avec le chinchilla, enfin il y en a deux, c'est d'abord parce que le chinchilla, lui, il vit la nuit, il dort le jour, donc c'était pas respecter son rythme biologique. Et le deuxième problème, c'est que dès que je le mettais sur la table, ou sur les genoux, ou sur les épaules d'une personne, il partait. Et je passais la moitié de la séance à essayer de le récupérer, lui courir derrière, et après, j'arrivais plus à faire ma séance. Donc le chinchilla, c'est très mignon, mais très difficile à travailler avec. Même s'il a beaucoup de qualités, mais bon, après, c'est pas toujours facile de travailler avec des animaux et du vivant. Voilà. Merci. Alors après, et là c'est l'animal avec lequel je travaille le plus, c'est le chien que tout le monde connaît. Alors, parce que là, disons que tous les animaux, les petits animaux, je fais des équipes, c'est-à-dire que jamais un animal ne va travailler 2 jours d'affilée. C'est-à-dire que ceux qui ont travaillé par exemple le lundi ne travailleront pas le mardi, ceux qui travaillent le mardi, pas le mercredi. Je tourne avec les animaux pour leur permettre du repos. Et puis, si on veut pouvoir donner, il faut savoir aussi recevoir, et c'est important de respecter leur rythme.
Par contre, les chiens, ils vivent avec moi, ils dorment avec moi, et là, c'est vraiment un rapport extrêmement différent. Et puis, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec un chien. Donc, le chien médiateur, donc, il a l'énorme avantage de pouvoir être amené sur les lieux des séances assez facilement. C'est surtout un magnifique complice, capable de nombreux échanges interactifs. C'est-à-dire que moi, surtout Mousse, ma petite caniche, elle ne travaille qu'en me regardant. Elle ne me quitte jamais des yeux et elle fait des choses mais extraordinaires. Donc j'ai deux chiennes, Tisane et Mousse. Alors Tisane, c'est un bearded collie et Mousse, c'est une petite caniche. Je les ai voulu très complémentaires, un gros et un petit. Parce que Tisane, je propose donc du sport canin, de l'agility, tout ce qui me permet de travailler la confiance en soi, la motricité. Tisane, elle est dans l'obéissance, dans la gentillesse. Et Mousse, eh ben, la petite caniche, eh ben, c'est ma petite crapule. Hein. Elle va sur les lits des personnes, elle est très câline et je fais beaucoup, beaucoup de jeux d'observation. Et elle est extraordinaire. Pour vous citer un exemple, il y avait, maintenant il est décédé hélas, mais c'est quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup, un patient qui était dans une chambre dans un EHPAD et qui voulait qu'on le laisse mourir. C'est-à-dire il refusait de manger, il refusait de boire, il était sous perf juste pour l'hydrater et il attendait simplement la mort. Et il le disait à tout le monde, il voulait vraiment qu'on le laisse tranquille. Il était à un tel stade où il attendait cette mort qui ne venait pas, que toute la journée, nuit et jour, il mettait un drap sur lui pour l'attendre. Et dès que quelqu'un rentrait dans la pièce, il se mettait à hurler avec le peu de force qu'il avait et il remettait son drap. Et il attendait juste ça, c'était vraiment assez triste. Et un jour, je suis rentrée dans la chambre et je n'ai rien dit parce que je dis rarement quelque chose à mes chiens, ils savent quoi faire. Mousse, elle a sauté sur son lit, elle s'est assise contre lui. Et avec sa, je vous jure que c'est la vérité, j'en ai même maintenant des larmes aux yeux, avec sa gueule, elle a soulevé le drap et elle l'a regardé droit dans les yeux. Et lui, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pu se mettre à hurler en disant lâchez-moi, laissez-moi mourir, parce qu'il s'est retrouvé face aux yeux du chien. Il a regardé le chien, il s'est mis à rire, à sourire, il a caressé le chien et il a réenclenché. Il a accepté de manger, il a accepté de reparler. Évidemment, ce monsieur, il est décédé quelques mois après. Mais en tous les cas, c'était quelques mois qui ont été gagnés sur l'éternité. Donc merci à elle. Et c'est ce que je vis tous les jours. C'est juste un exemple, mais on fait des choses extraordinaires avec les animaux et surtout avec les chiens. Donc ça, c'est avec les chiens. Alors évidemment, il y a d'autres animaux avec lesquels je ne travaille pas, mais j'ai d'autres collègues sûrement qui les utilisent. Il y a les chats, le furet. Alors les furets, c'est quasiment impossible pour moi parce que sinon ils mangeraient tout le reste de leurs collègues. Les chats, je ne le fais pas volontairement parce que le chat, pour moi, il est plutôt attaché au lieu qu'à la personne et ça ne serait pas respecter son rythme que de tout le temps le trimballer à droite et à gauche. Les chevaux avec l'équithérapie, les ânes, les poneys, les chèvres, le lama. Et il y a aussi, bien sûr, on entend par exemple les dauphins ou même les perroquets. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'animaux qu'on peut utiliser. Moi, je me cantonne aux animaux domestiques parce que d'abord, j'ai un certificat de capacité pour les animaux domestiques, mais on peut vraiment le faire avec énormément, énormément d'animaux, c'est-à-dire il faut bien les connaître, bien connaître la pathologie et après préparer les exercices en face. Alors, il y a une chose qui est très importante dans la médiation animale, c'est le rapport que l'on peut avoir avec les animaux. Moi, je ne vous dis pas que j'ai raison, je vous donne juste telle quelle ma vision des choses. Alors après, chacun a la sienne, chacun a ses rapports à l'animal, chacun a son éducation, chacun a sa sensibilité. Je vous dis juste la mienne, qui est peut-être pas la bonne, mais enfin c'est comme ça que je fonctionne. Pour moi, les animaux ne sont pas des thérapeutes, mais ils sont des outils thérapeutiques. Ils ne doivent pas être traités comme un objet thérapeutique. Et cette nuance sémantique prend toute sa valeur dans le quotidien de l'intervenant en zoothérapie. C'est-à-dire qu'ils sont médiateurs. Voilà. Le thérapeute, c'est l'être humain. C'est pas l'animal qui est thérapeute. Et ça, c'est assez important à voir dans l'image de la médiation animale. Et les magnifiques résultats que l'on voit, c'est simplement, ils sont le dessus de l'iceberg, et qu'il faut prendre conscience que les animaux demandent soin, respect et amour, et sont complices de votre réussite. Et c'est pattes dans la main qu'avance l'équipe. Et seul cet échange réciproque permet la pérennité des résultats souhaités. C'est vraiment une équipe que je fais avec mes animaux, dans le respect,
mais pas dans des choses extrêmes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas humaniser l'animal, chacun toujours doit rester à sa place. Moi, quand je travaille, je fais un véritable tour de contrôle pour que et les résidents dans les établissements de santé soient bien, et les animaux aussi. C'est pas toujours facile de trouver le juste équilibre. Voilà. Alors après, pour faire la médiation animale, il faut une formation. Et on peut se poser la question, quelles sont la formation que j'ai et quelles sont les formations qu'il faut pour faire la médiation animale. Parce que depuis à peu près une dizaine d'années où j'ai commencé, j'étais une des pionnières, en tous les cas sur les Alpes-Maritimes. Après, on voit fleurir beaucoup de gens qui se disent, eh ben, c'est chouette, j'y vais bénévolement, pas bénévolement et tout ça. Mais il faut savoir que eh ben, ça demande un savoir-faire et un savoir-être extrêmement important, parce qu'on rentre dans des lieux où, moi je travaille par exemple en soins palliatifs, où c'est vraiment, on a affaire à des choses vraiment pas évidentes. Et pour moi, en tous les cas, si on veut travailler avec des personnes fragilisées dans les établissements de santé, il faut en premier lieu avoir déjà une formation dans tout ce qui est médico-social ou sciences humaines. Il faut vraiment avoir ce savoir-être, ce savoir-faire. Pour moi, c'est vraiment très très important. Après, évidemment, il faut aussi avoir une formation après dans la médiation animale, bien connaître les animaux. Alors, pour ma part, moi j'ai une licence des sciences de l'éducation avec laquelle j'avais déjà travaillé et toujours travaillé auprès d'enfants handicapés. Donc ça, c'est ma formation en sciences humaines.